Des machines à sous dans les casinos, Charles Pasqua y était favorable, Pierre Joxe, son successeur au ministère de l'Intérieur, plus réservé. Ce serait une aubaine pour les temples du jeu. Appel au calme du ministre de l'Agriculture après les nouvelles manifestations de producteurs de porc. Si l'ordre est respecté, je ferai de nouvelles propositions, assure Henri Nallet. Affrontement au sommet du Parti communiste hongrois, dont la conférence s'ouvre à Budapest. Sur fond de crise économique, la lutte est ouverte pour la succession de son secrétaire général. Le Festival de Cannes a 3 jours de sa Palme d'Or. Parmi les favoris de la rumeur, Un monde à part, un film anglais autour de l'apartheid. Et avant de parler de toutes ces choses très sérieuses, un parfum de vacances, car le temps s'améliore pour le long week-end de la Pentecôte, d'autant plus long que les écoliers bénéficient de jours de congés supplémentaires, demain grâce au président de la République, mardi grâce au maire de Paris pour les Parisiens. Sur les routes, 6 millions de personnes ce week-end et déjà beaucoup d'encombrements aux portes de Paris. Laurent Cabrol. Voilà Hervé, nous sommes ici aux portes de Paris, à l'entrée de l'autoroute du Sud. Et comme prévu, eh bien, c'est en région parisienne que les difficultés sont le plus concentrées ce soir. Demain, vous serez très nombreux à circuler sur l'ensemble des routes de France, en particulier aux portes de villes comme Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille ou Lyon. Alors, sans être alarmiste, je voudrais quand même rappeler que ce week-end de Pentecôte est traditionnellement le week-end le plus meurtrier de l'année. Nous avons quand même quelques raisons de nous rassurer avec les conditions météo. Ces conditions météo, nous y reviendrons plus largement à la fin du journal, mais elles seront clémentes. Attention, demain matin, du brouillard sur la moitié nord de la France, des brouillards qui seront parfois extrêmement denses. Mais dès 10 ou 11 heures, vous pourrez circuler en toute sécurité, j'allais dire, sur l'ensemble des routes de France, avec un soleil qui va revenir très largement, qui reviendra encore plus largement dimanche, avec des températures qui vont remonter de 2 à 3 degrés, et lundi, une petite tendance orageuse. Mais dans l'ensemble, ce week-end de Pentecôte s'annonce très agréable. Nous y revenons à la fin du journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent. Soyez très prudents. Donc, tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, rappelait que le même week-end, l'année dernière, avait fait plus de 100 morts. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'en matière de contravention, il y a bien une amnistie après l'élection présidentielle, mais c'est fini ce soir. À partir de demain, il faudra payer si vous êtes en faute. Les élections législatives maintenant, et tout d'abord Marseille. Marseille ou la politique spectacle. En vedette, Jean-Marie Le Pen, candidat prévu, et Bernard Tapie, candidat surprise. Dans le scénario, il y a de très nombreux rebondissements. Le retrait du maire socialiste, Robert Vigouroux, l'exclusion du RPR de Hyacinthe Santoni, par exemple. Sachez enfin que ce feuilleton marseillais risque bien d'avoir un deuxième épisode en mars 89 pour les municipales, avec les mêmes acteurs. On pourrait intituler ce futur épisode « La conquête de la mairie ». Reportage à Marseille, Roland Sicard. Une campagne à la Marseillaise. De chassés-croisés en rebondissement, RPR, UDF, Front National et Parti Socialiste se disputent la vedette sur le Vieux-Port. Une mise en scène qui fait autant penser à une bataille de tranchées qu'à une pièce de théâtre à la Pagnol. Premier acte, Jean-Marie Le Pen entre en scène et se présente dans la 8e circonscription. Deuxième acte, Robert Vigouroux, le maire socialiste de la ville, déclare vouloir affronter le leader du Front National, une candidature retirée au bout de 24 heures. Et puis, troisième acte, Bernard Tapie intervient. Le patron de l'OM se présente dans une circonscription voisine de celle de Jean-Marie Le Pen, avec une méthode pour combattre le Front National. S'il y a eu beaucoup de votes sur Le Pen, c'est beaucoup plus parce que les gens ne comprennent pas ceux qui les dirigent et qu'il faut qu'il y ait un métissage de compétences et de genre entre la classe politique et les non-politiques. Voilà, je suis un des premiers à avoir accepté ce mélange. Rivalité de stars pour les premiers rôles, mais plus bas sur l'affiche, la bagarre fait également rage. Exemple, Hyacinthe Santoni, ancien député RPR, maintient sa candidature dans la 5e circonscription contre le candidat régulièrement investi par l'UDF et le RPR. Résultat, exclusion immédiate et un peu plus d'huile sur le feu. Je monterai aux Marseillais, au monde militant qui est en ébullition, à ce mouvement gaulliste et qui ne tient qu'à vivre et actuellement se trouve en grande difficulté à Marseille. Je donnerai des précisions et je crois que certains qui ont commis certaines erreurs et qui ont de lourdes responsabilités reconnaîtront leurs erreurs publiquement ou alors, tant pis. Santoni, Tapie, Vigouroux, Le Pen, mais aussi Gaudin et Peuzet, la bataille des législatives est commencée. Une bataille qui n'est sans doute qu'un prologue, chacun se met en place pour le prochain acte, la conquête de la mairie de Marseille. Écoutez enfin la réaction de Jean-Marie Le Pen, il dit ce qu'il pense de Bernard Tapie, qui, je vous le rappelle, se présentera donc à Marseille aussi, mais pas dans la même circonscription. C'est une péripétie comme il y en a lors de toutes les élections. Monsieur Tapie est une vedette du business show.
n'est-ce pas? Et il va faire une expérience sans doute cuisante de la politique, comme beaucoup de ses prédécesseurs. Mais sa venue montre une chose, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de socialistes à Marseille pour affronter Jean-Marie Le Pen. C'est le milliardaire socialiste, c'est l'homme dont la vie est allée alternativement du communisme au coffre-fort et du coffre-fort au socialisme. J'ajoute à propos de la famille Le Pen que la fille de Jean-Marie, Marie-Caroline, se présente aux élections à Paris face à Jacques Toubon. Dans les principaux partis politiques, c'est toujours les grandes manœuvres en vitesse accélérée en raison de la proximité de l'élection. Premier tour le 5 juin, je vous le rappelle. Et c'est demain ou plus tard que doivent être déposées les candidatures. Alors côté socialiste, la grande préoccupation, c'est de faire une place aux centristes, en espérant qu'ils constitueront ensuite une force d'appoint dans le cadre de la politique d'ouverture. Pascal Guimier. Le Parti socialiste entre donc ce soir dans sa nuit la plus longue de l'après-second tour. Tous les ténors du PS sont là, tous les responsables de fédération, là, c'est-à-dire au 3e sous-sol du 101 rue de l'Université, qui est l'annexe, mais pour certains, l'antichambre du Palais Bourbon. L'ouverture se joue donc en ce moment même, mais à huis clos, avec un discours de Pierre Mauroy. Un discours dans lequel le nouveau premier secrétaire du parti va réaffirmer son souhait de voir se créer dans la future Assemblée nationale un groupe autonome, un groupe de démocrates de progrès, c'est-à-dire des non-socialistes qui seraient éventuellement disposés à appuyer l'action d'un gouvernement rocard. Mais la main tendue par le PS a d'ores et déjà été refusée par certains centristes de poids, comme Monique Pelletier ou Jean-Pierre Soisson. Ainsi, l'ouverture pourrait bien se limiter à quelques personnalités locales. Enfin, à l'heure actuelle, rien n'est encore joué, rien n'est encore fait, et la répartition des circonscriptions reste bien floue. Elle évolue en fait au gré des heures et au gré des humeurs. Enfin, les derniers conflits devraient être réglés tard cette nuit, et il est donc probable que la liste définitive des candidats ne sera pas connue avant demain matin. À droite maintenant, il s'agit pour le RPR et l'UDF de présenter une liste maximum de candidatures uniques sous le sigle URC. À ce jour, il y a 520 candidatures uniques, mais dans une trentaine de circonscriptions tout de même, il y aura des primaires RPR, UDF au premier tour. Le dernier sondage publié pour les législatives, le sondage Ipsos Le Point, il donne 44% pour le Parti socialiste et le MRG, 40% pour l'UDF et le RPR. Et puis enfin, sachez que demain, ce sera l'investiture de François Mitterrand qui inaugurera ainsi son nouveau septennat. Cela se passera à l'Élysée, une cérémonie simple et traditionnelle, dit-on. Elle sera retransmise par Antenne 2 demain à 11 h. C'est Paul Amar qui la commentera. Le reste de l'actualité est tout d'abord la révolte des producteurs de porc. Après Vannes, c'est Saint-Brieuc qui a été le théâtre d'actions très violentes la nuit dernière. Il faut dire que la production de viande de porc a de tout temps été marquée par des crises. Mais cette fois-ci, les producteurs sont confrontés à une crise d'une ampleur tout à fait inhabituelle. Nicolas Jacobs. Une violence qui a surpris tout le monde, les états-majors syndicaux les premiers. La nuit dernière, à Saint-Brieuc, 800 éleveurs de porcs affrontent durement les forces de l'ordre. La veille, c'était à Vannes, 200 manifestants laissaient déborder leur colère. La raison, à quelques kilomètres de là, à Loudéac, dans les Côtes du Nord. Au marché au cadran, les cours du porc ne cessent de dégringoler, moins 25% en 2 ans. Dernière cotation, 8 francs 15 le kilo, alors que les petits producteurs perdent de l'argent à partir de 9 francs 50. Principaux accusés, les Hollandais qui ont développé des circuits commerciaux vers la France et déversent à bas prix leurs excédents sur le territoire. Pour Henri Nallet, en poste depuis une semaine, c'est une reprise brutale avec les dossiers agricoles. Mais avant le 1er juin, annonce-t-il, il fera des propositions nouvelles. Nous pouvons ensemble trouver des solutions. Mais pour cela, il est aussi plus efficace de dialoguer que de casser. Mais je voudrais dire aussi qu'il n'est pas possible de trouver les solutions en 8 jours alors que mon prédécesseur en 2 ans n'a pas pu le faire. Mais avant l'annonce de ces solutions, une nouvelle cotation de la viande de porc aura lieu à Loudéac, avec encore le risque de manifestation. Un chiffre ce soir, celui de la hausse des valeurs à la Bourse de Paris. Plus 1,91%, presque 2%, c'est excellent, d'autant que le marché était très actif en cette fin de semaine. Je reviens un court instant à la politique. Nous reparlons du RPR et de l'UDF qui, à droite, je vous le disais, on essaye de peaufiner les listes et de faire le maximum, de présenter le maximum de candidatures uniques. Il y aura tout de même quelques primaires, donc entre l'UDF et le RPR. Tout de suite, le commentaire de Jean-Louis Le Senne. Jean-Louis.
Tout était promis pour midi, pour 14h30, pour 15h30, pour 18h, et on attend toujours alors qu'il est plus de 20h. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accouchement est difficile pour ces fameuses listes de l'URC, l'Union pour le Rassemblement et le Centre. Et s'il faut désormais utiliser les forceps, c'est qu'il est nécessaire non seulement de tenir compte des susceptibilités locales, circonscription par circonscription, c'est surtout qu'il faut respecter le rapport RPR-UDF quant au nombre de sortants. Dans l'immédiat, les deux délégations sont toujours réunies dans un appartement de la Questure de l'Assemblée nationale, à 2 pas d'ici. Sur 577 circonscriptions, qui sont autant de cas particuliers, il n'y aurait que 50 primaires. Mais on tente actuellement de faire en sorte qu'il n'en reste qu'une trentaine, peut-être moins, à la fin d'une discussion très serrée. Pour bien montrer que c'est l'union de la majorité parlementaire qui prévaut, pour bien montrer que les exclusions, une dizaine en tout, au RPR, ne sont que des incidents de parcours. La Nouvelle-Calédonie, ce matin, la mission de conciliation est arrivée dans le territoire. Les 6 hommes qui constituent cette mission et qui vont rester 1 mois sur place sont donc arrivés ce matin dans une grande discrétion avec un seul objectif, rétablir le dialogue. La Hongrie. János Kadar va-t-il rester le numéro 1 hongrois? Cette fois, la question se pose vraiment. Monsieur Kadar est au pouvoir depuis l'entrée des Soviétiques à Budapest, depuis 32 ans, c'était en 1956. Mais pour la première fois, il est sérieusement contesté dans son propre parti. Réponse au cours de la conférence du Parti communiste hongrois qui s'est ouverte aujourd'hui. Georges Bortoli. L'éternel János Kadar, avec ses vestes trop larges et son air de vieux paysan robuste, va-t-il céder la première place? Va-t-il la céder par exemple au très médiatique Károly Gross, 57 ans, l'actuel chef du gouvernement? On reproche à M. Kadar 2 choses. D'abord d'avoir perdu son charisme après 32 ans de pouvoir, et puis les échecs économiques qu'il a plus ou moins reconnus ce matin dans un discours très maigrement applaudi. Et c'est vrai que la Hongrie, après être devenue la vitrine du camp socialiste pour sa relative prospérité, connaît maintenant une crise sévère avec une sensible régression du niveau de vie. À la porte des usines, on commence même à parler de chômage, phénomène jusqu'ici ignoré, et des agences pour l'emploi commencent à s'ouvrir pour recueillir les chômeurs. Alors, ce malaise économique s'accompagne évidemment d'incertitudes politiques. Bon, il y a le problème dont je vous parlais, qui va diriger le parti, Kadar ou un autre, et puis de quelle autorité jouit encore le parti à l'heure actuelle? Parce qu'il y a une opposition qui est plus ou moins tolérée actuellement et qui rêve évidemment de devenir une opposition tout à fait officielle, ce qui signifierait la pluralité des partis. Bon, ça n'est pas permis pour l'instant. C'est donc un problème pour la Hongrie elle-même. C'est un problème pour tout le camp socialiste et notamment pour la Pologne, qui est tiraillée elle aussi entre l'exigence du parti unique et le rêve, l'aspiration au pluralisme. Et ce sera un jour évidemment un problème pour M. Gorbatchev lui-même, qui aura un jour lui aussi à se prononcer sur ce dilemme, reconnaître ou ne pas reconnaître la légitimité des oppositions. Merci Georges. Je vous propose maintenant de voir en bref et en images d'autres informations importantes de cette journée avec Isabelle Staes. Nouvel incendie criminel au lycée de Ponto-de-Mer. Ce matin, un feu a été allumé dans le laboratoire photo alors que les 700 élèves étaient en cours. Il y a 10 jours, une partie des locaux avait été saccagée. On tente de déstabiliser l'établissement, estime le proviseur. Redressement de la sidérurgie française, Usinor Sacilor annonce 2 milliards de francs de bénéfices pour 1988. Après 13 années de crise, l'acier français s'aligne sur ses principaux concurrents. Un spectaculaire redressement, fruit d'une restructuration qui a coûté 100 000 emplois. Attentat à la bombe dans une exposition agricole à Belfast. L'explosion s'est produite hier soir alors que des milliers de visiteurs étaient encore dans le hall. 12 personnes ont été blessées. L'attentat a été revendiqué par l'armée républicaine irlandaise. Vol de tableaux à Amsterdam. 3 toiles ont été dérobées la nuit dernière au musée municipal. Parmi elles figuraient un Cézanne et les œillets de Van Gogh, l'un des peintres les plus chers du monde. Le butin est estimé à 296 millions de francs. Verra-t-on demain des machines à sous dans les casinos français?
Ces jackpots, vous les connaissez si vous êtes déjà allé à Monaco ou encore plus simplement à Las Vegas. En France, il n'y en a pas. La France est même avec la Belgique le dernier pays européen dans ce cas. Charles Pasqua les avait autorisés très récemment. Mais Pierre Joxe, le nouveau ministre de l'Intérieur, reviendra peut-être sur ces autorisations. En toile de fond, beaucoup d'argent et quelques affaires politiques. Sans compter que toutes les municipalités où il y a des casinos ne sont pas toujours d'accord pour installer ces machines. Reportage Dominique Verdeillan. Ces drôles de machines, appelées aussi bandits manchots, n'ont pas toujours bonne réputation. Ainsi, elles ne seront pas à Enghien. Le casino n'a pas obtenu du conseil municipal l'autorisation d'installer les 350 machines souhaitées. Raison invoquée, la municipalité, qui a dans le passé exigé que tout café ferme à minuit, veut préserver avant tout son cadre de vie. Je crois que nous avons une ville qui est un peu particulière dans la mesure où elle est à 10 km de Paris, entourée d'urbanisations très importantes. Argenteuil, Sarcelles pas très loin, Épinay. Et notre qualité de vie à Enghien, c'est quelque chose à laquelle tous les Anghiennois et moi-même tenons énormément. Une décision que la municipalité a prise, consciente pourtant que l'arrivée de ces machines aurait été une aubaine pour les contribuables. À Enghien, 18% du budget municipal provient du casino. Les jackpots auraient pu doubler ce chiffre. À Trouville, le jeu est un long fleuve tranquille. Le casino municipal est le 3e employeur de la ville. La municipalité a dit oui au jackpot. Le casino s'est engagé là aussi à jouer la carte de la sécurité. Filtrage, surveillance vidéo, tenue soignée exigée. Gain espéré, 10 000 francs par machine et par mois. Volonté de Trouville, entretenir la concurrence avec Deauville. Deauville qui annonce pour le 1er juillet l'arrivée de ces nouveaux jeux. Un programme de rénovation de 100 millions de francs va permettre d'installer 240 machines et de créer une vingtaine d'emplois. Les casinos ont en 86 noté une baisse de 14% dans leurs recettes. Le débarquement des bandits manchots est une promesse d'augmentation d'environ 30%. Les machines à sous sont devenues pour les professionnels du tapis vert une mesure de survie. Lucien Barrière, dont les 7 casinos représentent près de 50% du marché, voit mal un retour en arrière dans les autorisations accordées par le précédent gouvernement. N'oubliez pas pour autant que les joueurs continueront à jouer. Et on va vous voir fleurir les cercles clandestins. C'est-à-dire qui exploiteront en dehors du contrôle du ministère de l'Intérieur, et sur les recettes desquelles les finances ne prélèveront aucune taxe. L'État perçoit en effet plus de 50% sur les recettes des 137 casinos français. Les machines à sous y feront totalement leur entrée si le nouveau ministre de l'Intérieur donne l'ultime feu vert. Alors jackpot ou pas, on peut parier si vous voulez. Trêve de plaisanterie, écoutez ce que disait cet après-midi Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, à Hervé Brusini. Dans un domaine aussi important, cette mesure qui a été prise en matière de jeu le 8 mai, forcément suspecte. Je l'examine donc minutieusement. Et par exemple, les communes qui vont vous demander d'être accréditées? Je l'examine minutieusement. Surprise, après l'enquête sur la catastrophe aérienne de Côme, le magistrat italien chargé de cette enquête vient d'assigner à comparaître 20 personnes. Pour ce magistrat, la catastrophe qui, je vous le rappelle, avait fait 37 morts en octobre dernier, a été la conséquence de négligence. Marcel Trian. La fatalité n'y est pour rien. C'est la conclusion du procureur de la République de Milan, chargé de l'enquête sur la catastrophe du 15 octobre dernier. Un ATR-42 assurant la liaison Milan-Cologne avait percuté la montagne au-dessus du lac de Côme. Et 37 passagers et membres de l'équipage avaient été tués. Le procureur milanais vient de signer 20 ordres de comparution. Il vise pêle-mêle la compagnie Alitalia et sa filiale Lati, à laquelle l'avion appartenait, le registre aéronautique italien chargé de tester la fiabilité des avions, l'aviation civile italienne et la tour de contrôle qui a guidé l'appareil vers une zone à haut risque de givrage sans prévenir l'équipage, la société française Aéroformation chargée de l'entraînement des pilotes, enfin l'aérospatiale, le constructeur français accusé de ne pas avoir fourni des renseignements suffisamment détaillés sur les difficultés de pilotage de l'avion. Dans ses conclusions, le procureur de Milan se fonde sur les résultats de l'enquête des experts anglais de Farnborough qui ont fait parler les 2 boîtes noires de l'avion accidenté. D'après eux, les causes de l'accident ne font aucun doute. Une formation de glace sur les ailes et sur la queue a bloqué toutes les parties mobiles, rendant l'appareil ingouvernable.
De leur côté, les constructeurs de l'aérospatiale réfutent aujourd'hui toute responsabilité dans la catastrophe. Pour moi, définitivement, l'avion n'est pas en cause. Nous avons aujourd'hui 88 appareils qui sont utilisés par 25 compagnies. Nous avons dépassé 200 000 heures de vol. Nous avons transporté plus de 5 millions de passagers. Croyez bien que si l'avion était en cause, nous serions arrêtés avant. Mais on dit que vous n'avez pas fourni des manuels de vol complets à la compagnie. Quand j'ai livré les avions, j'ai donné toute la documentation en accord avec les documents approuvés par les autorités de certification. Ces documents ont été ensuite mis à jour, et les mises à jour ont été également transmises à la compagnie. Les pilotes italiens ne disposent pas malheureusement de la version intégrale du manuel d'utilisation de l'appareil, mais seulement d'un résumé synthétique fourni par l'ATI, propriétaire de l'ATR-42 accidenté. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'inculpation probable des dirigeants de cette société. Direction Cannes maintenant, où l'on retrouve Georges Bégou comme chaque jour. Le festival a vibré aujourd'hui grâce à un film britannique consacré à l'apartheid en Afrique du Sud. Un sujet actuel et douloureux s'il en est. Cela s'appelle Un monde à part et c'est le premier film en tant que réalisateur de Chris Menges. La véritable héroïne, Shaun Slovo, était bien jeune quand la police de Johannesburg arrêta ses parents. Sa mère n'est pas revenue, son père s'est exilé en Zambie. Et ma mère, Ruth First, était la première blanche à être arrêtée et emprisonnée par cette loi. Alors le film touche sur tous ces sujets. Ce sont les événements qui sont traités dans le film. D'autre côté, il y a quand même une partie fiction dans le film. Un mélange de souvenirs et de faits réels. Un monde à part est à travers les yeux d'une adolescente un témoignage sur les pratiques du gouvernement d'Afrique du Sud il y a 25 ans. Mais les choses ont-elles vraiment changé aujourd'hui pour les militants qui soutiennent la cause de Mandela? Mommy! Quel âge avez-vous? 13 ans. Vous parlez français, pourquoi? Parce que ma mère est française. Vous connaissiez les problèmes de l'apartheid avant de faire ce film? Oui, oui. Et qu'avez-vous découvert pendant le tournage? Beaucoup plus que je savais avant le tournage. Beaucoup plus de la situation qui se passe en la Sud-Afrique. Ce film est aussi un film sur une enfance manquée. Oui. Et elle veut voir plus de sa maman. Elle veut être plus... D'affection? Oui, d'affection. Compte tenu de la grande qualité du film, de la sensibilisation du moment au problème de l'apartheid et des personnalités qui composent le jury de Cannes, il n'est pas interdit de penser qu'un monde à part est un parfum de palme. Le sport maintenant, Roland Garros dès lundi et sur Antenne 2 tous les jours. Aujourd'hui c'était le tirage au sort, ce qui veut dire, Jean Mamère, qu'on connaît maintenant les difficultés qui attendent les Français. Noah Lecomte en particulier. Et oui, alors je dirais que c'est un tirage lourd pour Yannick Noah, un peu moins lourd pour Henri Lecomte. Alors Yannick Noah rencontrera au premier tour l'Allemand de l'Ouest Ostertun. S'il passe, ce sera ensuite Pernfors, le Suédois. Si tout va bien, il rencontrera Emilio Sanchez en huitième de finale avant d'affronter Wilander en quart de finale. Je vous fais grâce du reste du tableau pour Yannick Noah pour parvenir jusqu'à la finale. Pour Henri Lecomte, le premier tour est beaucoup plus aisé puisqu'il tombe sur un qualifié, mais il devra affronter Becker en huitième de finale. Becker qui réussit tout de même assez bien Henri Lecomte, surtout sur terre battue. Alors Lendl n'est prévu pour Henri Lecomte qu'en demi-finale, l'on n'en est pas encore là. Je dirais que c'est un programme tout de même assez dur pour les Français. Alors j'ajoute que demain, dans Samedi Passion, vous saurez tout sur Roland Garros avec des reportages étonnants et aussi des interviews exclusives de Lendl et de Wilander, les deux favoris. Demain donc 15h, 17h, Samedi Passion présenté par Gérard Holz. On change de style, Jean, avec des images spectaculaires, des images de sport automobile. Oui, et nous commencerons par le rallye de l'Atlas, une deuxième journée très difficile pour le rallye de l'Atlas avec de gros ennuis, notamment aujourd'hui, il a été endeuillé avec la mort d'un accident. Un motard, Jean-Yves Brousse, comme celui que vous découvrez sur votre écran, s'est tué ce matin dans la 4e étape Zagora-Talwin. Peu après le départ, au kilomètre 78, il a lourdement chuté à grande vitesse. Le motard est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale, deuxième accident après celui de Cyril Neveu hier.
Indemne en revanche, John Fogt à la fin de cet impressionnant dérapage à plus de 300 km/h sur l'anneau d'Indianapolis. Beaucoup de casse, beaucoup d'émotions, pas de mal. Sans danger ou presque, mais tellement spectaculaire, la gymnastique rythmique et sportive. L'arme est un ballon, l'adversaire la grâce. Les Bulgares marient fort bien l'un et l'autre. Beau résultat. Merci Jean. Merci Jean. Demain, il y a un tiercé à Maison Lafitte. Alors tout de suite, nous allons voir les pronostics de Pierrette Bresse pour ce tiercé donc du samedi de Pentecôte. Pierrette Bresse vous propose de jouer, je pense que nous allons le voir sur notre écran. Voilà, le 10, l'As, le 3, le 16, le 13, le 4, le 2 et le 8. C'est à Maison Lafitte, c'est demain. Vous avez eu tout le temps de noter. Demain et dimanche, pour les journaux, vous retrouverez Betty Duro, Daniel Bilalian et Philippe Gassot. Dans quelques minutes, les prévisions complètes pour la météo de Laurent Cabrol. Bon week-end.